Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi M. Jean-Louis Roy à cette première édition de notre émission Temps Secrète. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, venez de sortir un ouvrage qui est assez révélateur, qui s'intitule Bienvenue en Afrique, chantier du siècle. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu traduire par ce titre qui est, comme je l'ai dit, assez évocateur? D'abord, c'est la représentation du continent. On a tous une représentation un peu figée que la Banque mondiale, le FMI nous a produit depuis 20 ans, 30 ans, etc., etc. Il y a une autre Afrique, il y a l'Afrique du 21e siècle. Il y a une Afrique qui est rejointe enfin par de l'investissement qui compte. Il faut regarder le port d'Abidjan, il faut regarder les infrastructures dans la ville d'Abidjan. C'est autre chose que ce qu'on a vu depuis longtemps. Mais c'est comme ça dans beaucoup de régions du continent. L'argent était dans l'Ouest, elle est allée maintenant en l'Est, en Chine notamment, mais pas seulement, en Malaisie, en Corée, au Japon, l'Inde. Et là, elle se déplace tranquillement de l'Est vers le Sud. Ça ne sera pas dans tous les pays en même temps, un peu comme la Chine. La Chine ne s'est pas développée partout. Tous les 1 milliard de Chinois n'ont pas changé de statut. Il y a des régions qui sont encore pauvres en Chine. Mais en 30 ans, ce plus grand pays du monde est devenu la première ou la deuxième puissance économique. Et ça a été le basculement de la richesse qui est allé de l'Occident vers cette région du monde qui explique tout ça. Oui. La deuxième chose, c'est le numérique. Moi, on parle d'Abidjan. Les gens qui nous écoutent à Abidjan connaissent le WebFest. J'étais là au tout début du WebFest, la première édition. Je suis retourné après. Tous les ans, il y a 5 ans, 6 ans, il y a tous les ans les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, ou plus largement, de l'Afrique, sont invités à venir à Abidjan montrer les applications nouvelles qu'ils ont créées. La première année, on pensait qu'il y en aurait quelques-uns, une vingtaine, je ne sais pas quoi, il y en a eu 400. Et ça n'a pas arrêté de s'agrandir depuis. Et ça se fait aussi ailleurs, au Cameroun, ça se fait au Kenya, partout. Le numérique, c'est la première fois que les Africains ont accès à un changement. Mais c'est quand même la révolution 2.0, comme on le dit. Mais l'Afrique a raté la révolution industrielle et se rattrape au niveau de la révolution. Voilà, celle-là, elle ne manque pas. Oui. Il y a aujourd'hui 500 millions d'Africains qui ont accès à Internet. Oui. C'est-à-dire que c'est en temps réel comme le reste du monde. Pour la première fois, l'Afrique n'est pas à la remorque de quiconque pour avoir accès à la science et à la technologie la plus avancée. La troisième chose qui change profondément, bienvenue en Afrique, le chantier du siècle, c'est la démographie, le fait que la population de l'Afrique, alors qu'en Occident, en Europe où on est ce soir, aux États-Unis un peu moins, mais en Europe, la population va décliner. L'Allemagne va perdre 9 millions d'habitants, les Russes, la Fédération de Russie, à peu près 15 millions. L'Afrique et l'Inde, c'est les deux seules régions La Chine va aussi vieillir beaucoup dans les prochaines années. Les deux grandes régions où la démographie va être forte, c'est l'Inde et l'Asie du Sud et l'Afrique. Mais M. Jean-Louis Roy, mais là, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on voit l'aspect de l'Afrique qui fait pratiquement 30 millions de kilomètres carrés, avec une population d'environ 1,2 milliard, la Chine, à l'opposé, on a la Chine, qui a une superficie d'environ 9 millions de kilomètres carrés pour une population de 1 milliard 400 millions d'habitants. Alors, quand on fait la comparaison, la Chine arrive à nourrir sa population, à l'éduquer. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous pousse à être aussi optimiste sur... Non, la Chine réussit à nourrir sa population depuis 20 ans. Mais avant ça, la Chine était en grande difficulté, en très grande difficulté. Il y a eu ces bouleversements, l'arrivée de la richesse, l'arrivée du numérique. La population de la Chine a doublé dans les dernières 40 années. Ces facteurs-là ont fait que la Chine réussit aujourd'hui à peu près correctement à s'occuper de tout son monde, quoiqu'il y ait encore des régions en Chine qui sont très pauvres. C'est ça qui va se produire en Afrique. Le mouvement de mutation du monde est passé par l'Asie, glisse tranquillement vers l'Afrique. C'est vrai, vous avez raison, que l'Afrique aujourd'hui n'a pas ce développement que la Chine a eu, mais les conditions pour avoir ce développement sont en train d'être rassemblées. Alors, mais dans ce contexte-là, comment est-ce que cette démographie, parce qu'il faut l'adopter, cette démographie, en même temps aussi, il faut faire des plans de projection sur le court et le long terme. Alors, selon donc les prévisions, d'ici 2050, la population africaine va quasiment doubler. De 1 milliard 200 millions d'habitants, elle va passer quasiment à 3 milliards
comment est-ce que cela ne va pas représenter une menace en quelque sorte pour le continent? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui pensent ça. Je reconnais. Il y avait même le président de la France au Burkina Faso a dit qu'il fallait faire attention, 7 enfants par femme. D'abord, les femmes en Afrique n'ont pas 7 enfants. Certains pays, comme le Niger, où il y a une vraie croissance forte, mais il y a des pays où les femmes ont 2 enfants, 3 enfants, le Botswana. C'est très différent d'un pays à l'autre. Ce qui a fait la richesse de la Chine ces dernières années, les économistes chinois sont à peu près tous d'accord sur ça, c'est le fait qu'ils ont doublé de population en 40 ans et la demande en conséquence pour du logement, pour du transport, pour de la nourriture, pour des écoles, pour des hôpitaux, etc. La demande est devenue extrêmement forte et a tiré le développement. C'est ça qu'on espère qu'il va se passer. Alors, oui, j'aimerais bien partager votre optimisme. Alors, je voudrais qu'on parle un peu... optimiste. Oui, je voudrais qu'on parle un peu d'économie parce que, oui, aujourd'hui, le débat sur le franc CFA, que vous savez un peu ce qui se passe sur cette monnaie qui date depuis l'époque coloniale, et quand ce jour, il y a une nouvelle monnaie qui va être frappée, bon, à l'écho, on n'en sait pas plus. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'Afrique, après 50 ans d'indépendance, voire plus, est-ce qu'elle a encore besoin d'avoir un tuteur pour pouvoir frapper sa monnaie, puisque le franc ou la monnaie qui va naître sera encore arrimé. Vous savez bien que vous exagérez. Il y a 54 pays en Afrique. Il y en a 15 qui ont le franc CFA. Ça veut dire qu'il y en a 40 qui ont leur propre monnaie. Et ça marche. Il n'y a pas de... Les Africains sont capables de gérer leur monnaie. Je fais allusion à la zone, à la zone franc. C'est ça, c'est une quinzaine de pays. 14 pays sur 54. Les 40 autres gèrent leur monnaie. Un jour ou l'autre, tous les pays d'Afrique vont gérer leur monnaie. C'est la norme partout dans le monde. Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle de nos séquences, puisque vous avez été pratiquement le premier secrétaire général de l'ancêtre de l'OIF, qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie. À l'époque, vous avez dirigé donc l'agence culturelle, coopération culturelle et technique. Voilà, et technique à l'époque, ACCT, qui a été créée en 70 à Niamey, au Niger. Voilà, tout à fait. Alors, après, cette agence est passée à l'OIF, enfin pas à l'OIF, d'abord l'agence intergouvernementale de la francophonie, et ensuite l'OIF. Créée en 1995, et puis l'OIF en 2005. Alors, quel est votre regard un peu sur l'évolution de cette structure qui essaie de regrouper un peu la francophonie, tous les francophones autour de différentes thématiques, notamment techniques, en termes de coopération? Écoutez, je ne suis plus là depuis 15 ans, mais moi j'ai été témoin d'interventions fortes de la francophonie. Créer TV5, une télévision mondiale en langue française, vraiment mondiale, c'était pas une petite affaire. Et ça a été fait. Et cette mission, vous pensez qu'elle remplit bien cette mission, la TV5? Oh, écoutez, tout le monde critique les télévisions. J'imagine qu'il y a des gens qui critiquent TV5, certains aspects et tout et tout. Mais il y a quand même une télévision où que vous alliez dans le monde. Vous êtes au Brésil, vous êtes en Chine, vous êtes au Vietnam, où que vous soyez, vous avez TV5 et vous voyez des images de l'Afrique, vous voyez des images du Québec, d'où je viens, qu'on ne verrait pas autrement, à travers le monde. La francophonie a créé, par exemple, chez vous, le MASSA, le marché des arts du spectacle. Jusque-là, les musiciens, les gens de théâtre, les gens du cinéma, pas le cinéma, le MASSA, c'est le théâtre, la musique et la danse. On les faisait venir, y aller dans des festivals, etc. Le MASSA, les acheteurs viennent du monde entier. La dernière fois, il y avait des acheteurs d'une 40aine de pays, du Brésil, des États-Unis, de la Chine, du Japon, d'un peu partout, qui viennent voir la production culturelle africaine. Si ça les intéresse, ils l'achètent et ils la paient. Et ça, c'est une très, très grande réalisation. Et pour rappel, vous l'avez quasiment vous avez mis en projet avec l'actuel... Le MASSA, j'étais secrétaire général quand on devait le faire à Kinshasa. Et puis, il y a eu des événements politiques qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire à Kinshasa. Et Henriette Diabaté, qui était ministre de la Culture à l'époque, m'a dit, on peut, Jean-Louis, le faire chez nous. Il y a les Chinois qui font un nouveau théâtre, il y a le Centre culturel français, il y a l'Hôtel Ivoire, il y a des salles, etc., etc. On est allé voir ça, et elle avait raison. On a décidé de le faire à Abidjan. Et je pense que c'est rendu la 18e édition. Ça continue. C'est devenu un des plus grands rassemblements autour de la culture africaine, rassemblement mondial autour de la culture africaine. Oui, mais aujourd'hui, vous qui suivez un peu la francophonie, notamment toute la zone de la francophonie, quel est votre regard porté aussi sur l'Union de la presse francophone et toutes ces structures qui s'attachent autour de la francophonie? C'est difficile de porter un jugement sur toute une série de structures. Parce que vous êtes avant tout journaliste. Oui, il faudrait les regarder
un à un. Les journaux ont des problèmes partout dans le monde, notamment à cause d'Internet, parce que la publicité qui venait dans les journaux va maintenant à Internet, pas un peu, à 70%. Les journaux sont en difficulté partout. J'imagine que dans la presse francophone, ça se ressent aussi. En tout cas, au Canada, il y a un vrai problème. Je sais qu'en France, en Belgique, etc., mais je trouve la presse francophone assez vigoureuse. J'étais au Maroc il y a peu de temps. Il y a une presse extrêmement vigoureuse au Maroc. Il y a une presse au Sénégal qui est ça d'épaisse à tous les matins quand on va voir tous les quotidiens. À Abidjan, il y a plein de journaux qui se publient. Il y a tout et son contraire dans ce qui se publie, là, mais il y a quand même une presse de qualité qui s'est développée. Si on compare à ce que c'était en 95, 2000 et aujourd'hui, je pense qu'il y a un progrès réel de l'information en langue française dans le monde. Oui, mais quand même, cette presse aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est vraiment sinistrée, puisque aujourd'hui, les entreprises de presse ne sont plus rentables compte tenu de nouvelles. Vous voulez d'ailleurs de l'évoquer, au niveau du numérique, aujourd'hui, tout le monde est obligé de passer au stade du papier, au stade numérique. Voilà, mais oui, ça, c'est l'évolution du monde, on ne va pas y échapper. Il faut que les journalistes repensent leur métier, trouvent d'autres façons. Il y a des journaux dans le nord de l'Europe, en Norvège, en Suède, au Danemark, qui sont totalement papier, et qui gagnent bien leur vie et qui font des profits. Ils se sont réorganisés en coopératives, ils ont fusionné des journaux. La presse, comme le reste du monde, est frappée par le numérique. Et les hôtels, là, aujourd'hui, il y avait un débat en France, les hôtels disent arrêtez de louer vos appartements, vos maisons aux touristes, etc. Où que vous regardiez, le numérique frappe durement. Il va frapper la presse francophone partout où elle est, c'est sûr. Il faut repenser beaucoup de choses. Voilà. Mais il y a un autre chapitre que je souhaite qu'on aborde ensemble. J'imagine que vous êtes bien outillé sur la question de la sécurité, puisque là, on a parlé un peu de la démographie africaine qui va assez galopante. Ouais. Alors, la menace réelle de l'Afrique, c'est la question sécuritaire. Alors, on a vu un peu ce qui se passe au Mali, au Burkina, les banques qui sont à tout le monde, à Boko Haram. Voilà. Est-ce que cette menace-là, vu des pays qui sont dans une situation économique assez désastreuse, est-ce que ces pays vont pas servir de quelque sorte de terreau pour le terrorisme en Afrique? Est-ce que vous ne craignez pas que cette démographie constitue en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, une menace par rapport à ce recrutement qui se fait parmi les populations les plus pauvres de la planète? Toutes les hypothèses peuvent être faites, mais aujourd'hui, là où il y a le plus de terreur, c'est au Proche-Orient. Il y a là des collections de pays qui ont été détruits. Là, on voit les images de la Syrie tous les soirs, on a l'impression que c'est la Deuxième Guerre mondiale, etc. L'Afrique, la grande majorité des Africains vivent dans des pays en paix. Et il y a des pays en Afrique, trop nombreux malheureusement, en dessous du Sahel, vous les avez nommés, du Tchad jusqu'au Mali. Le G5 Sahel, comme on a dit. Voilà, voilà, tout ça, et ça va vers le nord du Cameroun aussi. Et le Nigeria, une partie du Nigeria, là, il y a une espèce d'épidémie dangereuse qui est née d'ailleurs de la disparition de Kadhafi, que les Occidentaux ont voulu, sans trop savoir ce qui allait se passer après. Ce qui s'est passé après, les Burkinabés le vivent, les Maliens le vivent, les gens du Niger le vivent, les gens du Tchad un peu autour du lac, et les gens du nord du Cameroun le vivent aussi. Mais il y a beaucoup de il y a des régions en République démocratique du Congo qui ont des problèmes de sécurité. Et on a vu au Soudan des mouvements aussi, mais il y a 54 pays en Afrique. La majorité des pays en Afrique et les citoyens vivent en paix. Et il y a des coins où c'est difficile. Mais dans le monde entier, c'est comme ça. Si vous étiez aujourd'hui à Rangoon, en Birmanie, il y a des ethnies qui sont pourchassées, qui sont vraiment littéralement massacrées. Si vous étiez certaines minorités musulmanes en Chine, vous verriez que c'est pas simple non plus. Il y a de la violence autour de ces gens-là. En Amérique latine aujourd'hui, toute la politique de Trump sur l'immigration le reflète assez bien. Il y a des grandes difficultés de sécurité. Oui, il y a des problèmes de sécurité en Afrique, dans certaines régions de l'Afrique, mais les problèmes de sécurité du monde sont partout. On a un petit peu souvent l'impression que c'est épouvantable en Afrique. Oui, c'est inacceptable, l'insécurité et les tueries, tout ce qu'on veut, comme on voit au Burkina, par exemple. Mais
faut regarder ça globalement. Ça se passe pas seulement en Afrique. Oui, mais toujours. Mais on doit le régler en Afrique un jour. Tout à fait. Effectivement, c'est vrai que les crises que connaissent le continent poussent un certain nombre de jeunes, la jeunesse notamment, à immigrer ici en Europe, comme on le constate. Alors, vous pensez que cette immigration qui est devenue, qui s'est transformée en crise ici en Europe, cela ne constitue pas aussi une menace aussi, comme on l'a évoqué? Écoutez, la quantité de gens qui quittent l'Amérique centrale pour aller aux États-Unis, la quantité de gens qui quittent aujourd'hui la Birmanie et des pays à côté pour aller en Thaïlande, etc., et la quantité d'Africains qui quittent, c'est des drames incroyables, qui n'ont pas de sens. Et entre nous, les Européens pourraient faire un effort plus grand pour accueillir un peu mieux les ressortissants qui viennent d'un peu partout. Mais la vraie immigration en Afrique, c'est pas les Africains qui partent et qui s'en viennent en Europe. C'est les Africains qui partent d'un pays africain pour aller dans un autre pays africain. Là, il y a des grands mouvements de population. En tout cas, je vous remercie, M. Jean-Louis Roy. En tout cas, mesdames et messieurs, le premier numéro de l'édition Talk Secret vient de prendre fin. Nous préparons la seconde édition. Cette édition était assez exceptionnelle, puisque là, vous êtes passage à Paris. Nous avons donc décidé de vous accueillir sur le plateau ici, à Paris. Je vous remercie et vous souhaite également bon retour au Québec. Merci, je souhaite bonne chance à votre émission. Merci.